Comme 12 millions de personnes chaque année, je suis allé à l'hôpital afin d'y subir plusieurs interventions. J'y ai rencontré un personnel plus en souffrance que le patient que j'étais. Durant mes divers séjours, j'avais comme livre de chevet l'ouvrage de Madeleine Riffaut, Le linge de la nuit. 1973, Madeleine s'était fait embaucher comme infirmière pour dénoncer les carences du système hospitalier. Je me remémorais les longs entretiens que j'avais eus avec Madeleine. L'idée de faire un documentaire, un diagnostic, une radioscopie d'un système de santé au bord de l'apoplexie était née. Ce matin, j'ai vidé mon vestiaire et j'ai quitté le service des urgences pour la dernière fois. J'avais imaginé ressentir un soulagement en partant. Mais au final, c'est une grande tristesse qui prédomine. Je me rappelle l'enthousiasme et l'espoir qui m'animaient quand je suis entrée dans ce service. J'ai rencontré et travaillé avec de formidables personnes, humainement et professionnellement. Mais j'ai rapidement réalisé que le système avait abandonné depuis longtemps les services d'urgence, avec la logique de productivité et du tout pour faire des actes. On ferme des services, mais on ouvre grand les portes des urgences. On ferme les urgences des hôpitaux périphériques, sans donner plus de moyens aux services restés ouverts et devant désormais drainer toute cette population supplémentaire. J'ai passé des heures au téléphone pour trouver un lit pour un patient, des heures à négocier avec les spécialistes, à en perdre le sens de notre métier. Je pars pour protéger ma santé physique et mentale, en espérant trouver un autre moyen de l'exercer sereinement ailleurs, dans un service public qui reprenne définitivement son sens. Je suis de tout cœur avec ceux qui restent et qui se battent pour que les choses changent dans le bon sens. Les médecins sont épuisés, démissionnent, s'en vont ou essaient de trouver des structures où les conditions de travail sont un peu meilleures qu'à l'hôpital public. On avait reçu un courrier d'un médecin urgentiste à Saint-Nazaire, donc de me rendre aux urgences de Saint-Nazaire. Et la situation était aussi catastrophique qu'elle nous l'était décrite, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement les urgences qui étaient pleines, mais on nous décrivait une salle d'attente qui était pleine, et ils avaient construit un Algeco pour quand la salle d'attente elle-même débordait, alors même qu'il y avait des brancards un peu partout où, nous disait-on, sédimentaient les patients. Tu vois, déjà quand on te sort le mot sédimenter, un processus géologique, ça veut dire que ça peut en effet prendre des millénaires avant une prise en charge. En 91, on avait une cinquantaine de patients pour arriver aujourd'hui à pratiquement 200 passages jour aux urgences adultes. C'est phénoménal. Avec pas toujours forcément les ressources humaines en adéquation avec le nombre de passages. Et une des remarques qui va me marquer, c'est une médecin qui disait avant, je me demandais en arrivant le matin comment va mon patient, et maintenant je me demande qui je fais sortir. C'est-à-dire un espèce de un turnover des patients, mais auquel répond un turnover des soignants aussi. Parce que la statistique qui m'a été donnée et qui moi m'a le plus marqué, c'est que en 7 ans, je crois, 30% des infirmières qui sont formées abandonne le métier. L'espérance de vie professionnelle moyenne d'une infirmière, c'est dans les 5 ans, 6 ans. Après 3 ans d'études, exercer pendant 5 ans, 6 ans en moyenne et aller faire autre chose après, ça ne heurte personne. Tu arrives le matin dans ton service ou tu arrives le soir parce que tu travailles de nuit. Ton premier questionnement, avant même d'enfiler ta blouse, tu es dans ton vestiaire, tu te déshabilles, tu vas pour enfiler ta blouse, c'est est-ce qu'on est en nombre? Ça, c'est la première préoccupation du personnel. Parce que quand tu n'es pas en nombre, tu rentres dans ce qu'on appelle, nous, professionnels de santé, les procédures dégradées. Donc les procédures dégradées, ça porte très très bien son nom, c'est un soin qui se dégrade, pas parce qu'on ne va pas le faire jusqu'au bout, mais parce qu'on va le faire plus vite. Comment vous faites pour faire un soin correct, qui ne soit pas violent, et pour elle et pour vous? C'est violent. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai pas fait ça pour ça. C'est juste pas possible. C'est pas ce qu'on m'a appris. Dans l'établissement de Nadia et de Valérie, on a eu une situation de suicide. C'est Nadia qui l'a géré. On avait 2 décès dans le service. Donc 2 personnes âgées, malheureusement, qui nous ont quittés. Une situation de suicide. Une infirmière, une tentative de suicide d'une aide-soignante et une infirmière. Elle gère la crise. Elle gère les décès avec les équipes.
parce qu'il faut s'occuper des personnes âgées décédées malgré tout. Elle gère l'agent qui a tenté de se suicider et elle gère la prise de service de l'après-midi, puisque c'était en milieu de service. Elle gère ça toute seule. Elle s'est fait engueuler. Ah oui. Oui, oui. Parce qu'elle n'avait pas suivi la procédure. Ah oui. C'est-à-dire qu'on aurait dû laisser la fille se jeter du 4e, laisser les papiers, les mamies et prendre le téléphone et attendre que l'administrateur de garde t'appelle. On ne peut pas avoir, même si la loi le permet maintenant depuis la loi Bachelot, de prendre un directeur d'hôpital pour un directeur de Carrefour pour pouvoir gérer un hôpital. La gestion n'est pas la même. C'est une politique volontaire pour casser les services publics. Sauf que l'hôpital, il appartient à tout le monde, il appartient au peuple. L'hôpital, il n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour soigner. Le problème, c'est que la loi sur les ARS qui entraîne une véritable dépendance de chacun de ces niveaux du directeur général, lui-même dépendant du ministère, mais du directeur général de l'ARS, qui a, je rappelle, tout pouvoir. C'est un véritable petit ministre local ou préfet de la santé à l'échelle régionale. Les métiers de lien, aide-soignant, auxiliaire de vie sociale, assistant maternel, animateur du périscolaire, mais évidemment tout ce qui concerne l'hôpital devient un domaine prioritaire. Pourquoi ces métiers sont maltraités dans la société ? Parce que ce sont des métiers de femmes, pour beaucoup, et qu'on se dit, grosso modo, elles ont fait ça pendant des siècles gratuitement. Déjà, elles sont un peu payées, elles ne vont pas nous emmerder. C'est l'inconscient de la société qui parle, mais à mon avis, dans la maltraitance budgétaire de ces domaines-là, il y a cet inconscient masculin, on va dire. Et par ailleurs, parce que ce sont des métiers qui touchent au lien, et que le lien est maltraité dans la société. Le lien apparaît comme étant pas d'importance, il ne se compte pas dans le PIB, tu vois. Et donc, opérer une bascule des biens vers les liens suppose de revaloriser, de ne plus maltraiter, mais au contraire de bien traiter les métiers du lien.